Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Après plus de 3 mois de guerre, les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord prévoyant l'arrêt immédiat des hostilités au Moyen-Orient, y compris au Liban. Ce protocole doit également permettre la réouverture du détroit d'Ormuz et ouvrir la voie à des négociations sur le nucléaire iranien et la levée des sanctions. Un accord pour mettre fin à une guerre qui, depuis le 28 février, a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban. Annoncé par le médiateur pakistanais puis confirmé par Washington et Téhéran, le texte prévoit l'arrêt immédiat des opérations militaires sur tous les fronts. Donald Trump a également autorisé la levée du blocus naval américain et la réouverture du détroit d'Ormuz, sans droit de passage. Celle-ci devrait intervenir après la signature de l'accord, le vendredi à Genève, afin de permettre le déminage de cette voie maritime stratégique. L'annonce a aussitôt rassuré les marchés. Les cours du pétrole ont chuté de 4,5%, tandis que les bourses de Tokyo et de Séoul ont gagné environ 5%. Avant la guerre, un cinquième du commerce mondial d'hydrocarbures transitait par le détroit d'Ormuz. Mais cet accord ne constitue qu'une première étape. Des négociations devront commencer dans les 60 jours pour parvenir à un règlement définitif. Elles porteront sur la levée des sanctions, le programme nucléaire iranien, la reconstruction et le développement économique de l'Iran, ainsi que sur un mécanisme de contrôle des engagements. Selon l'agence iranienne MER, un texte non confirmé officiellement prévoit également le déblocage de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés, dont 12 milliards avant même l'ouverture des pourparlers. À Téhéran, l'annonce fait naître l'espoir d'une reprise économique, mais aussi de la méfiance envers les États-Unis, accusés d'avoir tué des civils iraniens pendant le conflit. La communauté internationale salue, elle, une avancée majeure. L'ONU évoque une étape cruciale vers la paix, tandis que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie se disent prêts à lever certaines sanctions si Téhéran adopte des mesures claires et vérifiables sur son programme nucléaire. En Israël, le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir affirme cependant que l'accord n'engage pas son pays et réclame une intensification des opérations au Liban. La cérémonie de Genève devra désormais transformer cet accord encore fragile en une paix effective et durable. L'accord intervient dans un climat encore fragile. Quelques heures auparavant, l'Iran menaçait de riposter à une frappe israélienne ayant fait 3 morts dans la banlieue sud de Beyrouth. Donald Trump, qui s'est dit furieux contre cette opération, affirme avoir directement réprimandé Benjamin Netanyahou. Après une guerre qui a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, la signature de Genève devra désormais transformer cette trêve annoncée en processus de paix durable. Les États-Unis et l'Iran doivent tenir cette semaine des discussions préparatoires indirectes à Doha. Cette nouvelle étape doit précéder la signature, vendredi à Genève, de l'accord destiné à mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient. Les médiateurs qataris organiseront des réunions séparées avec chacune des parties avant le lancement des discussions techniques. Cette étape intervient après 17 heures de négociations intensives menées à Téhéran par les représentants du Qatar. Les réunions de Doha devront notamment préparer les modalités de la cérémonie, organiser en Suisse et préciser les prochaines étapes du processus. L'accord doit être officiellement signé vendredi à Genève. Il devra ensuite ouvrir la voie à des négociations plus approfondies entre les États-Unis et l'Iran. Après l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, le président français Emmanuel Macron appelle à un cessez-le-feu robuste et durable au Liban. Mais Israël affirme qu'il maintiendra ses troupes dans le pays pour une durée indéterminée, malgré les pressions en faveur d'un retrait. Un cessez-le-feu robuste et durable au Liban, c'est l'exigence formulée par Emmanuel Macron après l'annonce de l'accord entre Washington et Téhéran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Cette déclaration intervient au lendemain d'une frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, qui a fait 3 morts et suscité la colère de Donald Trump. Mais Israël écarte déjà toute perspective de retrait. Le ministre de la Défense, Israël Katz, affirme que l'armée restera pour une durée indéterminée dans les zones qu'elle contrôle au Liban, mais aussi en Syrie et à Gaza. Selon lui, ce dispositif est nécessaire pour protéger les frontières et les communautés israéliennes. Benjamin Netanyahou aurait déjà informé Donald Trump de cette décision. Israël Katz prévient également que son pays ripostera avec toute sa force si l'Iran l'attaque en réponse aux opérations israéliennes au Liban. Alors que le dossier libanais doit être examiné au sommet du G7 à Évian, les positions de Paris et d'Israël révèlent les obstacles qui menacent déjà l'application de l'accord.
Principal négociateur de l'accord conclu avec Washington, Mohammad Baqir Ghalibaf s'impose comme le nouveau visage public de l'Iran après la mort d'Ali Khamenei. À 64 ans, cet ancien commandant des gardiens de la Révolution avance au premier plan sans que l'étendue réelle de son pouvoir soit encore clairement établie. Il a dirigé l'effort de guerre, puis conduit les négociations avec Washington. Mohammad Baqir Ghalibaf, président du Parlement iranien, est désormais le visage public d'une république islamique profondément ébranlée par plus de 5 semaines de conflit. À 64 ans, il apparaît au centre du dispositif iranien après la mort de plusieurs hauts responsables, dont l'ancien guide suprême Ali Khamenei et le responsable de la sécurité Ali Larijani. Le 11 avril, Ghalibaf avait conduit la délégation iranienne au pourparlers d'Islamabad. Sa rencontre avec le vice-président américain J.D. Vance constituait le contact politique le plus élevé entre les deux pays depuis avant la révolution islamique de 1979. Sa fermeté affichée pendant la guerre n'a pas empêché les représentants américains de voir en lui un négociateur professionnel et le possible dirigeant d'un nouvel Iran. Son parcours mêle responsabilité militaire et politique. Ancien commandant des forces aérospatiales des gardiens de la Révolution, il a également dirigé la police, la mairie de Téhéran, puis le Parlement. Mais son influence réelle reste difficile à mesurer. Le pouvoir iranien demeure opaque, tandis que Mojtaba Khamenei, désigné pour succéder à son père, n'est toujours pas apparu publiquement. Réputé ambitieux, opportuniste et prudent, Ghalibaf a traversé les crises sans être écarté. Une capacité de survie qui le place aujourd'hui au cœur de l'Iran post-Khamenei, sans faire encore de lui son dirigeant incontesté. Fort de l'accord conclu avec l'Iran, Donald Trump est attendu au sommet du G7 à Évian. Emmanuel Macron entend profiter de cette avancée pour engager une mission internationale chargée de sécuriser durablement le détroit d'Ormuz au cœur des discussions entre les grandes puissances. Après l'accord conclu entre Washington et Téhéran, la réouverture du détroit d'Ormuz s'impose comme l'une des priorités du sommet du G7 à Évian. À Évian, Emmanuel Macron accueille pendant 3 jours les dirigeants des principales puissances du G7. Au programme des discussions, les conséquences de l'accord, le soutien au Liban, mais aussi la recherche d'un compromis sur les programmes nucléaires et balistiques iraniens. La sécurisation durable du détroit constituera l'un des principaux enjeux du sommet. Depuis sa fermeture, consécutive au déclenchement de la guerre fin février, les prix du carburant se sont envolés, exposant une nouvelle fois la dépendance des économies mondiales aux routes énergétiques de la région. La France et le Royaume-Uni proposent ainsi le déploiement d'une mission maritime multinationale chargée du déminage et de la sécurisation du passage. Une option qui sera examinée par les dirigeants du G7. Cette voie maritime est essentielle à l'économie mondiale. Avant sa fermeture, consécutive au déclenchement de la guerre fin février, près d'un 1/5 du commerce mondial d'hydrocarbures y transitait. Son blocage avait provoqué une forte hausse des prix de l'énergie. Au-delà de la réouverture immédiate d'Ormuz, l'objectif est désormais d'en garantir la stabilité dans la durée. Les dirigeants examineront également les conséquences de l'accord américano-iranien, le soutien au Liban et les futures négociations sur les programmes nucléaires et balistiques de Téhéran. Mardi, l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Qatar participeront aux échanges. Les discussions porteront notamment sur la diversification des routes d'exportation de l'énergie, afin de réduire les risques liés à une nouvelle crise régionale. Présenté par Paris comme un « sommet des crises », le G7 devra aussi aborder la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky participera à une session en présence de Donald Trump, qu'Emmanuel Macron espère convaincre d'adopter une position plus favorable à Kiev. Autre sujet de désaccord, le commerce mondial. Le président français veut appeler Washington à réduire progressivement ses droits de douane et demander à Pékin de limiter les aides à ses entreprises. De l'Iran à l'Ukraine, en passant par le commerce et l'intelligence artificielle, Emmanuel Macron cherche une convergence entre des alliés divisés. Un défi face à un Donald Trump peu attaché aux sommets multilatéraux et toujours imprévisible. Pour Emmanuel Macron, l'enjeu est désormais de rapprocher des alliés divisés et de transformer l'accord avec l'Iran en une stabilité durable au Moyen-Orient. Et enfin, à Jakarta, des centaines d'adultes se retrouvent chaque vendredi pour oublier la pression du quotidien en renouant avec les jeux de leur enfance. Gratuite et ouverte à tous, la Play Community transforme le jeu en un remède collectif contre le stress et l'isolement. Courir, sauter, défendre un fort ou jouer à cache-cache, à Jakarta,
ces activités ne sont plus réservées aux enfants. Chaque vendredi après le travail, près de 500 adultes se réunissent dans un stade pour retrouver leur âme d'enfant et évacuer la pression de la semaine. Ils appartiennent à la Play Community, créée en 2024 par Akiko Akira. Épuisé par son travail et ses problèmes personnels, ce jeune employé de bureau avait trouvé du réconfort dans le Lompa Carré. Un jeu traditionnel consistant à sauter par-dessus un élastique. Ces vidéos ont rapidement attiré d'autres adultes confrontés aux mêmes besoins de décompresser. Dans une métropole de plus de 42 millions d'habitants, marquée par les embouteillages, la pollution, les inondations et le manque d'espace vert, l'initiative répond à un véritable mal-être. Selon le ministère de la Santé, la dépression touche davantage les habitants de Jakarta que la moyenne nationale. Ici, aucun frais d'inscription, une bouteille d'eau et des vêtements confortables suffisent. Les participants peuvent choisir des jeux physiques, comme la défense d'un fort, ou des activités plus calmes utilisant des graines et des pierres. Pour la psychologue Rati Ibrahim, ces rencontres constituent une forme d'antidépresseur sans médicaments. Elles favorisent l'activité physique, les liens sociaux et le sentiment d'appartenance. Le concept s'étend désormais à plusieurs villes indonésiennes, jusqu'à Bali. Une parenthèse hebdomadaire durant laquelle ces adultes oublient leurs responsabilités et redécouvrent, le temps d'une soirée, le simple plaisir de jouer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.